Depuis des milliers d'années, les hommes suivent cartes, rumeurs, légendes et autres fantasmes à la recherche de trésors en or. Certains convoitent la richesse, d'autres le pouvoir, d'autres encore la beauté, ou bien carrément un signe du divin. Très peu résistent à l'attrait envoûtant de l'or. La plus ancienne quête que l'on connaisse d'un trésor constitué d'or demeure un mystère. Dans la Bible, l'Exode nous apprend que Dieu a remis à Moïse ses 10 commandements sur le mont Sinaï, sur 2 tablettes de pierre. Celles-ci étaient maintenues dans une caisse secrète faite de bois d'acacia recouvert d'or. Cette relique n'est autre que l'Arche d'Alliance, véritable clé de voûte de l'histoire des légendes les plus tenaces sur les trésors disparus. Au Xe siècle avant Jésus-Christ, le roi Salomon fait bâtir à Jérusalem un temple afin d'y abriter l'arche. C'est dans ce sanctuaire fermé, appelé le Saint des Saints, que reposent 4 siècles durant l'arche ainsi que d'autres trésors en or. Archéologue spécialiste de l'histoire biblique, Wendell Jones a consacré sa vie à suivre la piste de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, le Ménorah, le chandelier à 7 broches et l'autel de l'encens notamment, ainsi que tout ce qui équipait le tabernacle, le sanctuaire itinérant de l'Arche d'Alliance, était fait d'or pur. Au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, les Babyloniens envahissent Jérusalem. Selon la légende, le prophète Jérémie a mis en sécurité les trésors du temple dans une grotte secrète. Jérémie a déclaré qu'on ne retrouverait pas l'endroit avant que Dieu ait rassemblé son peuple pour l'accueillir dans sa miséricorde. On trouve ce récit dans les Apocryphes, une collection d'écrits anciens dont on ignore l'origine. Alors qu'il lit dans sa jeunesse le second livre des Maccabées, Jones voit son attention attirée par une vague référence faite au document révélant l'endroit où se trouveraient les trésors cachés du roi Salomon. C'est ce passage qui a retenu toute mon attention et m'a fait partir à la recherche de ces documents. En 1947, une étrange coïncidence tombe à pic. Alors que l'État d'Israël vient de naître, des bergers bédouins font une découverte exceptionnelle au fond d'une grotte près de la mer Morte. Des rouleaux manuscrits de cuir et de papyrus vieux de 2000 ans. Quand ils ont déniché en 1947 les manuscrits de la mer Morte, j'ai pensé que c'était peut-être bien là les écrits qu'on recherchait. Pour Jones, la clé de l'énigme est un rouleau de cuivre trouvé dans une grotte de Qumran en 1952. 8 ans plus tard, la diffusion de son contenu fait état de l'inventaire de trésors considérables. Dans les ruines d'Oreba, dans la vallée d'Accor, repose sous les marches qui se dirigent vers l'est une caisse d'argent pesant le poids de 17 talents. Dans la tombe de la 3e section de pierre, vous trouverez 100 barres d'or. La signification de ce manuscrit de cuivre est sujette à controverse chez les spécialistes. Jones pense qu'il s'agit là d'une carte au trésor menant aux reliques d'or du temple de Salomon. Le rouleau de cuivre dévoilait l'endroit où étaient cachés les trésors du temple. Ça correspondait précisément aux révélations annoncées par Jérémie et les Apocryphes. En 1967, à Qumran, Jones s'engage sur les traces légendaires de Jérémie avec le manuscrit de cuivre pour seule carte au trésor. J'ai passé les 10 premières années à essayer de repérer les lieux d'après les descriptions géographiques fournies par le document. Un lit de rivière asséchée appelé rivière du Dôme, ainsi que la caverne de la Colonne, constituent les 2 points de repère principaux mentionnés dans le manuscrit. Pourtant, aucune carte ne fait état de leur existence. Ce n'est qu'en examinant une photographie aérienne de la région de Qumran que Jones remarque la présence d'un lit de rivière qui ne porte pas de nom. J'ai été voir mon conseiller Peacock Borden, qui avait écrit un livre sur les rivières du désert. Je lui ai demandé de me dire le nom de cette rivière. Il m'a regardé et il m'a répondu qu'elle n'en avait pas. Je me suis donc retrouvé avec une rivière sans nom, mais également avec un nom sans rivière. C'est en cherchant à associer les deux que je suis parti remonter le cours de cette rivière. Dans un coude, j'ai découvert un passage surmonté d'un arrondi parfait. Je tenais peut-être là ma rivière du Dôme.
Quelques instants plus tard, Jones pense avoir identifié son second repère. Alors que je revenais vers ma voiture en direction de la mer, j'ai aperçu, en me retournant, deux magnifiques grottes accolées l'une à l'autre, la grotte de la Colonne. Jones est convaincu d'avoir résolu deux des énigmes du manuscrit de cuivre. J'en étais déjà à tracer sur ma carte la croix fatidique qui marque l'emplacement du trésor. Et rien qu'avec cette rivière et la grotte, j'avais déjà pour ainsi dire touché au but. Inutile de vous dire que ça me rendait fou de joie. En vérité, il n'en est qu'aux prémices de ses recherches. Pendant 20 ans, Jones fouille énormément de grottes dans les collines qui entourent Qumran. En avril 1968, sa persévérance est enfin récompensée. Dans l'une d'entre elles, Jones trouve une petite cruche contenant de l'huile épaisse, dont il pense alors qu'il s'agit d'huile bénite utilisée pour consacrer les rois d'Israël. C'est une découverte capitale pour toute son équipe, car le manuscrit de cuivre parle bien d'huile d'onction. Grâce à ce qu'on pouvait appeler notre carte au trésor, on était arrivé maintenant à localiser 3 des éléments mentionnés dans le manuscrit. En 1994, l'utilisation d'un radar capable d'explorer le sous-sol fournit des résultats tout à fait spectaculaires. Tout près, c'est-à-dire à environ 7 mètres de la grotte où l'on avait trouvé le manuscrit de cuivre, il y avait un autre accès souterrain qui s'était effondré. Il conduisait sous la grotte, en la contournant. On savait que se cachait là-dessous une très importante cavité. Jones est persuadé qu'il touche au but de toute une vie et qu'il s'apprête à exhumer l'arche d'alliance et les reliques en or du temple de Salomon. Les théories développées par Jones peuvent être qualifiées d'originales et sont sujettes à controverse. Aussi demeure-t-il dans l'attente d'une autorisation fournie par les autorités culturelles israéliennes pour mener à bien ses fouilles. Sa quête se poursuit toujours. Trouver la fameuse arche reviendrait pour lui à faire la plus grande découverte de tous les temps. Et je dirais même que le fait de découvrir l'Arche d'Alliance et le tabernacle n'aurait rien de comparable avec d'autres découvertes d'envergure, comme celle de la tombe du roi Tout. Parce que ces objets sacrés vont à nouveau nous servir et prendre leur place dans l'avenir. Par conséquent, on ne fait pas que creuser le passé, on investit pour le futur. Sur 2 continents différents, 2 autres quêtes épiques ont lieu. L'une pour un homme en or, l'autre pour une ville d'or. On estime la valeur des nombreux trésors dont fait état le manuscrit de cuivre à 23,5 tonnes d'or, soit environ 230 millions de dollars. Il y a 4 siècles et demi, une simple rumeur va inspirer l'une des plus grandes chasses au trésor de l'histoire. L'enjeu de cette chasse, les légendaires 7 cités d'or. Une véritable expédition apparaissant comme la seule conséquence positive d'une autre de ces ruées vers l'or à s'être terminée de façon désastreuse. Tout commence en 1528, alors que plusieurs centaines de conquistadors espagnols sont plongés dans les fourrés de Floride à la recherche d'or. Harcelés par les Indiens et souffrant de maladies, ils passent 8 ans à se frayer un chemin vers les colonies espagnoles les plus proches, au Mexique. 4 hommes seulement survivent au péril. Mais ils reviennent en faisant miroiter une pépite terriblement attrayante où la rumeur selon laquelle le nord, de nos jours le Nouveau-Mexique, serait plein à craquer de richesses. Assoiffés d'or, les Espagnols du Mexique pensent alors que ces miraculés ont découvert Cibola, les légendaires 7 cités d'or. Le plus enthousiaste d'entre eux est un noble de 28 ans, Don Francisco Vázquez de Coronado. Si Coronado a manqué la conquête du Mexique et du Pérou, il estime que Cibola reste pour lui la chance d'acquérir gloire et richesse dans le Nouveau Monde. En février 1540, il quitte la ville de Mexico à la tête de 300 hommes. Au printemps, il traverse le grand désert de Sonora. Le soleil tape si fort qu'ils cuisent littéralement sous leurs cuirasses et sont incapables de toucher leurs épées. Son chemin l'a mené à travers le Nouveau-Mexique vers l'Arizona. C'est la toute première fois qu'on s'avançait sur cette terre qui deviendrait les États-Unis.
Après 5 mois de canicule, ils parviennent à la première ville du Nouveau-Mexique. Bien qu'au bord de la famine, la nourriture n'est pas leur première préoccupation. Leur premier truc a été de se demander où est l'or. Je trouve qu'il y a un aspect extrêmement tragique dans cette poursuite impitoyable du métal précieux. La ville palatiale qui anime leurs rêves n'est autre qu'un poussiéreux village indien du sud-ouest. Il n'y a pas une once d'or par ici. Quelques jours plus tard, Coronado voit ses espoirs renaître, lorsque le prisonnier qu'il a fait d'une tribu lointaine lui décrit une ville d'or située à l'est et appelée Quivira. Le roi y serait si riche qu'il faudrait aux Espagnols des dizaines de charrettes pour pouvoir y transporter tout son or. Au-delà de Quivira, il y aurait même d'autres villes encore plus riches. Coronado a entendu ce qu'il voulait entendre. Cela fait partie des pouvoirs de l'or. Il lève immédiatement le camp vers l'est, sur la trace de Quivira. Dans la partie septentrionale du Texas, l'eau est si rare que ces hommes s'alimentent directement dans les trous de vase qu'ils croisent. Chaque fois que Coronado lui demande jusqu'où faut-il avancer pour trouver Quivira, le guide répond « encore plus loin ». La cité d'or se trouvait toujours de l'autre côté de la colline. Et puis c'était encore après la colline suivante, ou la rivière suivante. À la traversée des villages, les conquistadors se servent en nourriture, vêtements et femmes. Ceux qui ont le malheur de leur faire barrage sont exécutés, afin d'intimider les tribus voisines. Les Espagnols n'étaient pas nombreux, mais c'étaient des cavaliers en armure étincelante, drapeaux au vent, capables d'effrayer et de faire taire à jamais des milliers d'Indiens qui étaient traumatisés, ne serait-ce que par leur apparence. En été 1541, Coronado parvient au Texas actuel. Il a entre-temps capturé un deuxième guide indien, lequel contredit les affirmations du premier. La cité d'or ne serait qu'un mensonge. Mais Coronado préfère continuer de croire en une promesse de richesse dépassant ses rêves les plus fous. C'est une légende dont je dirais qu'elle est très séduisante. Le personnage d'Eldorado est né précisément des rêves utopistes. Et le moteur de Coronado est justement ce même type de rêve. Par un après-midi de juillet 1541, près de 7 mois après le début de leur expédition, les Espagnols aperçoivent enfin une aura dorée qui flotte à l'horizon. Une centaine d'édifices aux formes de ruches, étincelant sous le soleil. Il ne s'agit que d'un cruel mirage, ou de simples et grossières huttes recouvertes d'herbages qui réverbèrent de loin la lumière du soleil. Alors qu'on lui demande une énième fois où se cachent les cités d'or, le guide répète « encore plus loin ». Pour Coronado, c'en est trop. Cette fois, il fait exécuter son prisonnier. De nombreux écrivains pensent aujourd'hui que les indigènes inventaient ces légendes afin d'éloigner les Espagnols. La cité d'or se trouvait toujours au-delà de la colline suivante. En réalité, personne n'a jamais trouvé de mystérieuse cité d'or. Admettant son échec, Coronado établit un campement pour l'hiver. En avril 1542, il commence son périple pour un retour de 2400 km vers Mexico. Ce ne sera pas le dernier des aventuriers à s'être laissé leurrer par un mirage. À la fin de l'été 1592, des corsaires anglais remontent la Tamise escortant leur butin, le Madre de Dios, un navire espagnol. Sa cale est chargée d'une fortune en diamants, perles, épices, soie et or. Un siècle auparavant, les Espagnols avaient battu les Anglais pour l'or des Amériques. Encore leur fallait-il convoyer le précieux métal jusque chez eux. Ils ont développé un moyen complexe et ingénieux pour l'acheminer sur l'Atlantique. Ce n'était pas chose facile. Qui plus est, au XVIe siècle, avec le reste du monde qui était au courant de leur trafic, et en particulier les pirates anglais. Ces flottes lentes, lourdement chargées en trésors, sont des cibles de choix pour les corsaires anglais. L'ironie du sort veut que Sir Walter Raleigh, l'organisateur de la capture du Madre de Dios, qui passait alors sa lune de miel à l'ombre de la fameuse Tour de Londres, gagne sa libération après avoir dédié un poème flatteur à la reine Élisabeth. Une langue d'or qui lui vaudra de se tirer d'affaire plus d'une fois. Vivant sur le fil du rasoir, Sir Walter Raleigh est à la fois un soldat, un marin et un explorateur.
En 1595, il lance une expédition en Amérique du Sud à la recherche d'une tribu légendaire de femmes guerrières, les Amazones. Il s'agit également de ramener de l'or. Quelques décennies plus tôt, les Espagnols ont conquis les royaumes étincelants des Aztèques et des Incas, amassant une fortune faite essentiellement de bibelots et de parures en or. Mais des années durant, la provenance même de tout cet or a continué à leur échapper. Ce qui déroutait beaucoup de gens, et je pense que ça explique la légende d'Eldorado, c'est qu'ils avaient autant d'ornements. D'où pouvait venir leur or? Certaines histoires racontent qu'une cérémonie consistait à recouvrir de poudre d'or l'un des rois présidant à la religion locale et le faire plonger dans un bassin sacré. Et j'imagine que les habitants attendaient qu'il fasse nuit pour essayer d'aller ensuite glaner l'or. Ce roi recouvert d'or, ainsi que son royaume scintillant, sont tous deux connus sous le nom générique d'Eldorado. Une fois de plus, quelques Européens se lancent dans une drôle de chasse au trésor, mués par une simple et hasardeuse légende et par leurs rêves démesurés. Il est très probable que ces histoires se soient mélangées et que les autochtones aient d'une manière ou d'une autre tiré parti de ces légendes pour tenter de repousser les Espagnols de leur territoire. 10 mois après le début de son aventure au cœur de la jungle guyanaise, Sir Walter Raleigh rentre en Angleterre en 1596, avec tout juste une poignée d'or. C'est là que sa langue, qu'on dit d'or, le tire une fois de plus d'embarras. Il parvient à apaiser la colère de sa reine Élisabeth en lui faisant croire que son portrait a eu pour effet d'éblouir littéralement les tribus natives. Mais à la mort d'Élisabeth, en 1603, James Ier monte sur le trône et Raleigh perd les faveurs de la couronne. On l'accuse même de comploter contre le roi et on l'enferme dans la tour de Londres. 20 ans plus tard, sa passion du métal jaune est intacte. Raleigh passe un accord avec le roi James. Si on le libère, il s'engage à retourner en Guyane pour y dénicher Eldorado. De retour en Guyane en 1617, Raleigh trouve sur son chemin une colonie espagnole. Contre les ordres de James, il l'attaque et la pille. Mais la contre-offensive espagnole est si violente qu'elle pousse les troupes anglaises à la désertion. Dorénavant, sans aucun recours possible, Raleigh rentre en Angleterre subir son châtiment. L'homme qui s'avance vers sa propre mort est un homme malade. Testant du bout du doigt le couperet du bourreau, il lance dans un ultime trait d'esprit « Voilà un remède affûté comme il se doit, propre à guérir tous mes maux, y compris ma fièvre pour l'or. » L'or a quelque chose d'excitant qui matérialise l'éternité. Et c'est cette sorte de qualité magique et très mystérieuse qui lui est propre qui rend les gens fous depuis des milliers d'années. Une trahison mortelle, une malédiction fatale à la recherche de la mine perdue du Hollandais. La mort de Coronado n'a pas pour autant dissipé la rumeur sur la présence d'or au sud-ouest des États-Unis. Quelques 300 ans plus tard, le mythique James Bowie prend la relève au Texas. La chaîne des montagnes de la superstition, en Arizona, est l'un des massifs les mieux nommés du monde. C'est là que des hommes ont été puisés dans une montagne de mythes, leurs pépites d'or et autres grains de vérité. Des hommes et des femmes ont accouru des 4 coins du monde pour chercher de l'or dans ces montagnes. On a eu comme ça des présidents des États-Unis, des stars de cinéma, ainsi que toute la palette de la société et de la culture américaine à venir prospecter par ici. Ils croient simplement qu'il y a de l'or pour eux, il faut qu'il y en ait. Une croyance qui repose, il faut dire, sur une puissante légende. L'histoire obsédante d'un trésor perdu où vérité et mythe s'entrelacent inextricablement. Tout commence il y a 5 siècles, lorsque Coronado parcourt le sud-ouest à la recherche des 7 cités d'or. Après la conquête espagnole, on a concédé la chaîne des superstitions à la riche famille Peralta. La légende veut que 3 siècles plus tard, des descendants de cette famille y aient découvert une fabuleuse mine d'or. Les Apaches auraient fait en sorte que ces derniers ne puissent pas récolter les dividendes de son exploitation. On raconte que quelque part autour de 1847, dans cette zone de Goldfield, le champ d'or,
Ou bien là-haut dans les montagnes, il y aurait eu un grand massacre. 200 ou 300 Mexicains auraient été tués avec leurs bourreaux et tout le minerai d'or aurait été déversé au sol. Depuis, beaucoup pensent que ces montagnes de la superstition sont maudites. Ceci n'empêche toujours pas cependant les chercheurs d'or d'espérer retrouver la fameuse mine. En 1877, Jacob Waltz, un immigrant allemand et vétéran de la ruée vers l'or californienne, prétend l'avoir repéré. Il n'était pas exagéré de croire que ce vieil Allemand avait fait mouche. Aussi, on a commencé à donner à l'endroit toutes sortes de noms. La mine perdue de Jacob, la mine perdue de Jake, la mine perdue du Hollandais et même la mine du Hollandais perdu. Personne n'a jamais vu Waltz en possession de plus de quelques pépites. Lorsque les Apaches tuent son acolyte, Waltz quitte définitivement le massif des superstitions, laissant derrière lui de fascinants indices quant à l'emplacement exact de la mine. Toutes ces indications ont enflammé à l'époque l'imagination de beaucoup de gens à la vallée de la rivière Salée, ainsi que dans la région de Phoenix, parce que c'est là qu'on avait déjà trouvé pas mal de mines d'or et d'argent. Durant des décennies, la région continue de grouiller de chercheurs convoitant la mystérieuse mine. C'est comme si les chercheurs d'or étaient attirés jusqu'ici par l'aspect magnétique de la mine. Il y avait comme une fatalité dans cette attirance. Quelquefois, d'ailleurs, on peut véritablement invoquer la fatalité. L'un des destins les plus tragiques est celui d'un vétérinaire à la retraite du nom d'Adolph Russ. Bien qu'âgé de 65 ans et handicapé, Russ possède un avantage de taille sur ses concurrents, une carte dressée au Mexique qui lui a été transmise par son fils. Cette carte montrait l'emplacement d'un trésor caché dans la chaîne des superstitions. Adolph Russ était convaincu qu'en s'y rendant, il le trouverait. Au printemps 1931, Russ embauche 2 ouvriers agricoles pour l'accompagner jusque dans les montagnes. Après l'avoir aidé à dresser son camp, il l'abandonne comme convenu à son aventure. Au bout de 2 semaines, ils sont revenus en arrière. Comme ils ne les retrouvaient pas, ils ont envoyé un petit détachement le chercher. Mais on ne trouve aucune trace de Russ et on finit par abandonner les recherches. Ce n'est que 7 mois plus tard que des archéologues, en chantier dans les superstitions, font une macabre découverte. L'un de leurs chiens de meute a flairé un crâne sous ce palo verde qui s'avérait être celui d'Adolph Russ. Il y avait un trou en plein milieu, dont le docteur Alex, du National Museum de Washington, a déclaré qu'il provenait d'une balle de calibre 44. Mais les autorités d'Arizona ont contredit cette version, en préférant affirmer qu'il était mort de chaleur et d'épuisement suite à un état probable de prosternement. La vérité sur les conditions de sa mort demeure un mystère. Toujours est-il que cette histoire insuffle une nouvelle énergie dans la légende de la mine perdue. De nos jours, des chasseurs d'or continuent de se poser dans la région, ayant fait le vœu d'en percer le secret. Trouver la mine de ce Hollandais perdu revient à résoudre une énigme extrêmement complexe. Si je pouvais moi-même solutionner ces indices un par un, je pourrais enfin découvrir où elle se cache. Je ne sais pas combien d'hommes âgés m'ont dit la même rengaine. Si seulement je pouvais répondre à ceci et puis à cela, si seulement on me laissait encore 1 an ou même 1 mois. Certains sur leur lit de mort ont dit « si seulement je pouvais sortir d'ici, ne serait-ce qu'une seule journée, je suis sûr de l'avoir ». À la recherche d'une tombe perdue et la rançon en or d'un roi. D'un point de vue géologique, il y a très peu de chances pour qu'un riche dépôt d'or existe dans les montagnes de la superstition. Alors qu'à quelques kilomètres de là seulement, dans le désert, la mine du Mammouth a permis d'extraire pour environ 3 millions de dollars en or dans les années 1890. Des pyramides égyptiennes à Gizeh, le cimetière le plus célèbre du monde. C'est là que sont enterrés les pharaons et leurs fortunes en or, dans des tombes scellées pour l'éternité. Ou du moins, le pensaient-ils. Vous savez, les Égyptiens croyaient dans une vie après la mort. Cette seconde vie était essentielle pour eux. C'est là qu'ils allaient demeurer, cette fois, pour l'éternité. Voilà pourquoi on construisait les tombes à l'intérieur de pyramides, pour préserver le lieu de résidence de leur vie après la mort. Si les tombes des pharaons résistent aux ravages de Dame Nature, ils succombent en revanche aux dégradations perpétrées par le genre humain. 3000 ans plus tard, dans la vallée des rois, des archéologues s'attellent à déterrer les pharaons, en espérant exhumer leurs reliques en or.
Mais ils s'aperçoivent que les voleurs de l'époque sont déjà passés par là. Savez-vous que j'ai trouvé ce cimetière absolument intact? Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne renferme pas d'or. Les gens qui y sont étaient très pauvres. Ils ne pouvaient pas se permettre d'emmener de l'or dans leur tombe. Ça n'intéresse donc pas les voleurs. Au début du XXe siècle, les archéologues ont presque perdu tout espoir de retrouver la sépulture d'un pharaon et ses trésors intacts. Mais à l'automne 1917, un égyptologue britannique du nom d'Howard Carter commence à s'intéresser à la tombe d'un pharaon de moindre importance, que l'histoire ignore encore et que l'archéologie a négligé jusqu'ici. Cet enfant roi, mort vers 1350 avant Jésus-Christ, pendant son adolescence, n'est autre que Toutankhamon, le roi Tut. L'unique obstacle s'opposant au projet de Carter, qui consiste à effectuer des fouilles très approfondies, est le manque d'argent. Il parvient à trouver un commanditaire en la personne de Carnarvon, un riche lord anglais expatrié en Égypte pour raisons de santé et amoureux d'archéologie. Les 5 premières années de travail coûtent une fortune sans succès. Carnarvon s'apprête à lui couper les vivres. Vous savez, sa découverte de la tombe du roi Tut est tout à fait extraordinaire. Carter avait perdu tout espoir de la trouver un jour. D'ailleurs, Lord Carnarvon l'avait prévenu. Vous effectuez là votre dernière saison. Dans la toute dernière section à être creusée, un ouvrier met tout à coup au jour une première marche de pierre. Elle mène à un passage souterrain marqué du sceau de la royauté. Carter découvre avec horreur que le scellé a été réparé, ce qui prouve qu'on s'est déjà introduit dans les lieux. On avait violé la tombe du roi Tut. Les voleurs s'y étaient glissés pour y dérober des objets. Voilà pourquoi ils l'ont trouvé sans dessus-dessous. Au-delà de l'entrée scellée, Carter s'attend à mettre les pieds dans une tombe pillée. Mais il s'est déjà avancé trop loin pour pouvoir reculer. La nuit du 26 novembre 1922, son commanditaire penché par-dessus son épaule, Carter s'emploie à désobstruer délicatement l'entrée de la tombe. Il a ouvert un trou et a regardé à travers. Le Lord lui a demandé ce qu'il voyait et Carter a répondu « Des choses magnifiques ». C'était à cause de l'éclat de l'or à l'intérieur de la tombe. Les précédents intrus avaient dû être pris sur le fait. La tombe est en désordre, mais rien n'a été pillé. À l'intérieur, ils trouvent intacts près de 4000 trésors, tous plus éblouissants les uns que les autres. Si vous regardiez dans cette tombe, c'était plein d'or partout. Le seul sarcophage représentait plus de 100 kilos d'or. On ne peut pas vraiment s'imaginer la quantité d'or que renfermait cette tombe. L'Égypte était un pays riche en métal jaune. Lorsqu'on était un homme important, ou bien un grand pharaon comme Toutankhamon, il était de coutume de se faire enterrer au milieu de magnifiques objets en or, dans un sarcophage lui-même en or. À l'intérieur du sarcophage repose Tut, le visage caché sous l'un des plus grands chefs-d'œuvre qui soit, un masque mortuaire en or massif. Je pense que quiconque a vu ce masque mortuaire et les autres merveilles qui l'accompagnaient n'a probablement jamais oublié l'impression qu'il a ressentie. Si vous avez l'occasion de le voir lors d'une exposition, vous y serez peut-être confronté au détour d'une salle. Il sera là, présenté à l'abri d'une vitrine. C'est spectaculaire. Vous serez projeté devant une personnalité ayant vécu il y a 3000 ou 4000 ans. Le tombeau de Toutankhamon constitue la plus riche découverte d'objets en or de l'histoire de l'archéologie. 5000 objets. Vous vous rendez compte de l'importance de la découverte, et qui plus est, des objets en or. Pendant les 2 années qui suivent, Carter est à pied d'œuvre dans la vallée des rois. Il enlève une à une de la sépulture les magnifiques choses, telles qu'il les a décrites au premier coup d'œil. C'est aussi une période qu'il passe à se quereller avec le gouvernement égyptien sur sa part légitime du trésor. Un jour, dans un accès de dépit, il referme la tombe. Les Égyptiens répliquent en le déportant purement et simplement. 1 an plus tard, il est autorisé à revenir, sous condition qu'il renonce à revendiquer quoi que ce soit du butin. Pas une seule miette de sa splendide découverte ne lui reviendra.
la quête d'un trésor englouti. À la suite d'une vague de décès parmi des visiteurs, on pense que la tombe de Tut est maudite. Des scientifiques désigneront plus tard le vrai coupable, un champignon qui couve depuis des siècles dans la tombe scellée. Chaque jour, les bateaux naviguant au large du détroit de Floride transportent une marchandise dont la valeur n'atteint qu'une infime partie de celle des trésors engloutis sous les flots. Les épaves de milliers de galions espagnols gisent, éparpillées sur les fonds sous-marins. Près d'elles repose une inestimable fortune en or. Il existe une chasse permanente au trésor, en particulier aux Caraïbes, mais partout ailleurs aussi, dès lors qu'il y a eu un naufrage. Ces navires transportaient des pièces d'or, voire des barres d'or. L'île au trésor est le plus grand récit du genre. C'est lui qui, en le marquant à jamais, va inspirer à Mel Fisher, un gars de l'Indiana, sa longue chasse au trésor en Floride. Depuis tout petit, il a toujours été passionné par la chasse au trésor. C'est quelque chose qu'il avait toujours rêvé de faire. Mel grandit et déménage vers l'État doré de Californie. C'est là qu'il entame ses recherches. Il avait commencé par prendre un magasin de plongée. Il s'est mis à économiser de l'argent en même temps qu'il laissait libre cours à ses chasses au trésor, qui n'étaient encore qu'un hobby. Peu à peu, au début des années 60, il a décidé d'en faire sa principale activité. Le magot que convoite Fisher, une flotte de galions espagnols coulée au large des côtes de Floride en 1715. Il revend son affaire, attrape femme et enfants et s'embarque pour la péninsule en retenant son souffle. Il s'est mis d'accord avec 6 autres personnes pour se donner un an de travail sans gagner quoi que ce soit. L'équipe de Fisher va balayer quelques 193 000 km linéaires de fonds sous-marins à l'aide d'un détecteur de métaux appelé magnétomètre, un appareil capable de repérer un canon, une ancre ou bien de l'or. Le 360e jour, soit 5 jours avant la fin de leur deal, ils ont creusé un trou qui s'est avéré être rempli de doublons en or. Ce jour béni, ils remonteront pour une valeur de 50 000 $ en or. Fisher en devient complètement accro. 2 ans plus tard, il commence à passer au peigne fin le chapelet d'îles des Florida Keys. Son ambition vise un lot encore plus impressionnant, le galion espagnol Atocha. Les Espagnols rassemblaient les butins pillés aux Amériques et les acheminaient à bord de flottes plus légères vers La Havane, à Cuba. C'était un peu leur plaque tournante. C'est là que les navires convergeaient sous la forme d'une flotte imposante avant d'embarquer vers l'Espagne, cet incroyable flot de richesses. Le processus a duré comme ça plus de 300 ans. Des dizaines de ces navires convoyeurs de trésors deviennent la proie de corsaires de cap et d'épée, tels Sir Francis Drake et Sir Walter Raleigh. C'étaient ces pièces d'or que Drake, Raleigh et d'autres convoitaient il y a 400 ans. Mais la pire menace, ce ne sont pas les pirates, c'est le temps. Lorsque l'Atocha hisse les voiles en août 1622, la saison des ouragans a déjà commencé. Un jour, après leur départ de la Havane, ils ont été pris dans un ouragan. L'amiral a ordonné à sa flotte de mettre le cap sur l'ouest, en pensant qu'il pourrait dépasser la région floridienne des Keys et étaler la tempête, comme on dit dans le jargon dans le golfe du Mexique. En définitive, tous les navires qui ont suivi leur amiral ont coulé corps et biens, alors que tous ceux qui ont désobéi à ses ordres s'en sont sortis. La tempête fait plus de 500 victimes. Parmi les navires voués à leur fin, figure le plus chargé en or, l'Atocha. Chacune de ces cargaisons en or d'Amérique du Sud vers l'Espagne représentait une quantité d'or colossale par rapport à ce qui circulait dans le monde. Si pour une raison quelconque, elles n'arrivaient pas à bon port, ça voulait dire que des armées ne recevraient pas leur solde, qu'elles ne pouvaient plus se nourrir. C'était absolument capital pour l'Espagne. Cela faisait 4 ans qu'il n'y avait plus eu un seul acheminement de trésors vers l'Espagne. Le roi avait désespérément besoin de cet argent. Et lorsque l'Atocha a coulé, ça a eu un effet dévastateur sur l'économie du pays. En 1970, Mel Fisher part à la recherche de l'Atocha. Il en a entendu parler en lisant le guide Potter de la pêche au trésor. À côté du galion figuraient 4 étoiles, en rapport avec la valeur de sa cargaison. On savait par exemple que 47 tonnes d'or et d'argent nous attendaient.
Notre étude nous a ensuite permis de le localiser, du moins approximativement. Le point de départ en question est le nord des Florida Keys. Mais sur place, leurs recherches ne les mènent à rien. 4 ans plus tard, l'indice clé leur apparaît de l'autre côté de l'Atlantique, d'entre les pages poussiéreuses d'archives conservées à Séville. Un enquêteur chargé de fouiller les vieux papiers réalise tout à coup que Fisher ne prospectait pas au bon endroit. Il a passé 3 ans à explorer pour rien la zone des Matcombs, au nord des Florida Keys. Il se trouvait 160 km trop loin. Ça veut dire aussi que son guide Potter n'avait pas fourni de bonnes informations. Fisher transfère sa base à Key West et reprend à zéro. Tout aussi optimiste qu'il se retrouve à court d'argent, il embarque sa famille à bord d'une maison flottante qui prend l'eau. Il affronte les sociétés de recouvrement. Il revend les petits trésors qu'il glane afin de pouvoir continuer à chercher celui qui se dérobe encore à sa convoitise. Sans perdre la foi, il annonce chaque matin à son équipe « Aujourd'hui, c'est le grand jour ». 16 années durant, avec une même et infaillible volonté, Fisher traque l'Atocha. Le coût des recherches est devenu faramineux. En 1975, l'un de nos bateaux de sauvetage a chaviré et mon frère et sa femme, ainsi qu'un autre plongeur, sont restés coincés à l'intérieur et sont morts noyés. On a alors pensé tout arrêter, mais on s'est dit que Dirk aurait aimé qu'on continue et ça a renforcé notre détermination. Il fallait en quelque sorte qu'on le trouve, rien que pour Dirk. Et c'est précisément le jour du 10e anniversaire de l'accident qu'on l'a trouvé. J'ai tendance à penser qu'il était là à nos côtés. Le 19 juillet 1985, Mel Fisher annonce comme d'habitude « Aujourd'hui, c'est le grand jour ». À l'aide de magnétomètres et d'un sonar, ses fils Kim et Kane passent la journée à ratisser le fond à la recherche d'indices sur l'Atocha. Cet après-midi-là, Kane annonce soudain qu'il a trouvé quelque chose. Il m'a appelé par radio pour me signaler que le coup qu'on venait de marquer indiquait des cercles de tonneaux qui dépassaient de la vase. Il s'agissait en fait de bandes métalliques qui servaient à maintenir assemblés les fûts d'eau douce. Ça commençait à être passionnant. Alors que le soleil baisse, Kane Fisher décide de replonger pour examiner la chose de plus près. Il a creusé un trou, c'était plein de cercles de tonneaux, la pièce de 8 comme la pièce d'argent que je porte, et de lingots de cuivre. L'Atocha transportait 20 tonnes de cuivre. C'était de mieux en mieux. On a déplacé un peu le bateau et on a recommencé à creuser. Mais il y avait moins de trucs, et un peu plus loin, encore moins. On a commencé à se demander si on ne s'était pas encore gentiment fait avoir. L'Atocha nous a menés en bateau plusieurs fois. À la nuit tombante, les frères sont contraints de stopper leurs recherches. Le lendemain matin, ils déplacent encore leur bateau et creusent un nouveau trou. Cette fois, ils tapent en plein dans le mille. Ma première réaction a été de me demander ce que j'allais faire maintenant qu'un navire qui avait monopolisé l'essentiel de ma vie se trouvait juste à ma portée. Mon hésitation n'a pas duré longtemps. Pour le trouver, ça a été toute une autre histoire, mais c'était intéressant. En tout, les Fisher remontent à la surface, nettoient et répertorient 250 000 objets. Des barres d'argent, des lingots d'or, des mètres de chaînes en or. On estime la valeur de la marchandise retrouvée à un demi-milliard de dollars. La découverte fait de Fisher le chasseur de trésors le plus riche du monde et attise l'avidité des autorités de l'État. L'État de Floride et le gouvernement fédéral ont tous deux revendiqué la propriété du trésor. Mon père leur en a proposé 35%. Ils ont refusé parce qu'ils en voulaient la totalité. On a été en procès pendant 8 ans et ça s'est terminé devant la Cour suprême des États-Unis. Qui le trouve le garde, ont-ils jugé. On a donc pu tout garder. À la suite de quoi, Mel Fisher retourne en mer approfondir encore ses recherches. Il décède d'un cancer à 76 ans en 1998. Papa est resté un chasseur de trésors, du tout premier au dernier jour de sa vie. Il est mort heureux. Pour ma part, je ne vois pas ce que je pourrais faire de mieux. J'y consacrerai le reste de ma vie, moi aussi. Comme tous les autres chasseurs d'or, de Coronado à Carter, et à l'instar de son père, Fisher vit sous l'emprise du fascinant métal. L'or a une particularité, on en devient très vite dépendant.
Même après avoir séjourné 365 ans sous les eaux, il en ressort tout aussi brillant qu'au jour du naufrage. Il ne ternit pas, il ne rouille pas. C'est un métal tout bonnement superbe, éblouissant, éclatant. C'est de l'or qui brille. Chacun des objets constituant le trésor de l'Atocha reflète l'obsession séculaire de l'homme pour le métal jaune. Plusieurs siècles avant Colomb, les Incas creusent ce même or afin de créer de quoi embellir leur vie quotidienne. C'est alors que les conquistadors débarquent et livrent bataille pour s'en emparer. L'art Inca devient l'argent liquide qui fait tourner le monde. Et quand l'or a le malheur de couler au fond des océans, le rêve prend alors la relève. On est revenu en quelque sorte au point de départ. Ce qui séduisait les gens il y a 5, 6 ou 7 siècles, c'était de savoir qu'ils pouvaient transformer ce métal qu'ils trouvaient magnifique en ornement tout aussi magnifique. C'est exactement ce qui se passe de nos jours. On en fait des parures que les gens portent sur eux aux quatre coins du monde. Quelque chose de si attrayant que les hommes sont capables de tenter le sort pour s'en saisir. Il est impossible de penser à l'or et à son véritable rôle dans la vie de l'histoire sans se remémorer une merveilleuse anecdote racontée par John Ruskin à la fin de l'époque victorienne. Il s'agit d'un homme à bord d'un navire qui effectue une traversée retour vers l'est. Une énorme tempête fait rage sur l'océan et le bateau commence à couler. L'alarme donne le signal d'abandonner le bâtiment et cet homme, qui rentre avec toute sa fortune dans un sac d'or, l'attrape et saute par-dessus bord. Évidemment, comme l'or est un métal lourd, l'homme coule à pic. Ruskin pose alors la question, est-ce qu'il a eu l'or ou bien est-ce que c'est l'or qui l'a eu ?